Alors, pour commencer notre exploration d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on imagine un instant un barrage hydroélectrique miniature, D'accord, je vois le genre. mais une installation tellement optimisée, tellement surpuissante, qu'elle pourrait littéralement arracher la peinture d'un mur. Ah oui, quand même. Ouais, et imaginons maintenant qu'on allume cette machine. Le fracas de l'eau sous haute pression, c'est juste assourdissant. C'est de la physique pure à ce stade. Un bruit infernal. Exactement. Et c'est là que ça devient fascinant, parce qu'une intelligence artificielle ultra sophistiquée est chargée de sous-titrer la scène, d'analyser le son. Et on s'attendrait à ce qu'elle capte le rugissement mécanique ou au moins un bruit de fond? Bah non, même pas. Au lieu de ça, la machine nous sort une transcription qui ressemble à un chanteur de jazz en pleine improvisation de scat. C'est ça. Le fameux so do so o so you. Voilà, so do so o so you. C'est absurde. Et c'est exactement le cœur de notre plongée dans les sourds d'aujourd'hui. On est vraiment face à une collision incroyable entre la mécanique des fluides, les limites de l'apprentissage automatique et la façon dont la connaissance se transmet. Totalement. Je suis vraiment curieuse de décortiquer tout ça avec toi. Parce que cette archive technique, en apparence toute bête, elle cache des choses vertigineuses. Ce qui est drôle, c'est que c'est l'exemple parfait d'une rupture, tu vois. Une rupture entre la réalité matérielle pure, brute, et notre infrastructure numérique qui essaie désespérément de tout cartographier. Et qui au final se met à halluciner complètement. Exactement. Elle hallucine. Bon, reprenons depuis le début. La source, c'est une vidéo sur une chaîne YouTube avec un nom super terre-à-terre. Ça s'appelle Construction Générale. Ouais, on peut difficilement faire plus descriptif et ennuyeux comme nom, hein. Grave. Et le titre de la vidéo pose un cadre technique très précis. Il annonce, en anglais, Mini Hydroelectricity with 4 extremely powerful water outlets. Donc, une mini hydroélectricité avec 4 sorties d'eau extrêmement puissantes. C'est ça. Et dès la première lecture, moi, ça me pose un problème de logique pure. Pourquoi Eh ça ben, on a le mot mini qui suggère un petit dispositif, un truc modaste, tu vois, presque du bricolage domestique. Ouais, un truc qu'on met dans son jardin. Et juste après, on nous lâche l'expression extrêmement puissante. Comment est-ce qu'un projet défini comme mini peut justifier un superlatif pareil? On dirait une affiche de film d'action de série B. Mais carrément! C'est du clickbait ou bien il y a une vraie justification technique derrière ce titre? Alors, en fait, la contradiction, elle est seulement en apparence. Ça vient surtout d'une mauvaise idée qu'on se fait de la source de l'énergie. C'est-à-dire? Quand on pense à l'hydroélectricité, tout le monde visualise la même chose. Le barrage ouvraire, le barrage des Trois Gorges en Chine. Des trucs immenses, quoi. Des murs de béton géants. Voilà. On associe automatiquement la puissance à la masse colossale, aux millions de lettres cubes d'eau. Parce que l'eau pèse lourd, tout simplement. Exactement. L'énergie potentielle gravitationnelle est énorme, mais elle vient du volume. Sauf que dans la micro-hydroélectricité, c'est pas du tout le même paradigme. Donc on ne joue plus sur la quantité de l'eau. Non, plus du tout. La puissance ne vient plus d'un volume écrasant, elle vient d'une manipulation super agressive de la pression et de la vélocité. Ah, d'accord. Donc on remplace l'avantage de la quantité par un avantage de vitesse pure. C'est le principe de base de la dynamique des fluides. Plus précisément, c'est ce qu'on modélise avec l'équation de Bernoulli. Ok. Rappelle-moi vite fait l'équation de Bernoulli pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Pas de souci. En gros, tu prends un flux d'eau constant et tu le forces à passer par une conduite qui se rétrécit brusquement. Un goulot d'étranglement ou une buse, tu vois. Ok, je visualise. Le tuyau qui devient soudain plus petit. C'est ça. Mais le truc, c'est que l'eau, c'est incompressible. Elle ne peut pas se réduire. Donc le même volume d'eau doit absolument passer dans un espace plus petit dans le même temps imparti. Voilà. Et physiquement, la seule solution pour que ça marche, c'est que la vitesse de l'eau augmente de façon dramatique. Elle accélère de fou, quoi. Exactement. L'énergie potentielle de la pression statique, elle est convertie en énergie cinétique. Tu sais à quoi ça me fait penser, Sam? C'est bête, mais c'est comme quand on met le doigt au bout d'un tuyau d'arrosage. Mais c'est exactement ça. Le jet va beaucoup plus loin, ça gicle super fort, mais là, c'est appliqué à une échelle industrielle. C'est exactement le même principe mécanique. Sauf que là, on utilise des matériaux capables de résister à des contraintes mécaniques extrêmes. Ouais, pas un but plastique, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, le titre précise bien qu'il y a 4 sorties d'eau. C'est pas un chiffre jeté au hasard, tu sais. Ah bon? Pourquoi 4 spécifiquement? Dans la conception d'une turbine, comme une turbine Pelton par exemple, on utilise plusieurs injecteurs. Ça permet de répartir l'impact cinétique de l'eau sur les objets de la roue. D'accord, donc ça frappe de tous les côtés en même temps pour équilibrer. C'est ça.
Si tu ne tapes que d'un côté, tu vas détruire l'axe de rotation par une contrainte asymétrique. Avec 4 sorties, tu maximises le transfert d'énergie tout en gardant le système stable. Donc, le terme extrêmement puissant n'est pas usurpé du tout. Ah non, c'est une réalité mesurable. Le système prend une force naturelle, la concentre dans des buses métalliques et multiplie la violence cinétique au point d'impact. C'est de l'ingénierie lourde. C'est fou. Mais tu vois, savoir à quel point cette pression est calculée, que c'est de l'ingénierie de haute précision, ça rend la suite des événements encore plus incompréhensible pour moi. Tu parles de la fameuse transcription de YouTube? Bah oui. Si cette installation est un tel tour de force de mécanique des fluides, on s'attend à une documentation ultra pointue. Une explication technique, des graphiques? Voilà, la logique voudrait qu'un ingénieur nous donne le débit en litres par seconde, ou le rendement de l'alternateur, j'en sais rien. Et à la place, on a cette œuvre d'art algorithmique. Exactement. Le seul texte associé à cette vidéo, la seule trace écrite générée par l'algorithme, c'est cette suite de mots absurdes. So, you. C'est vraiment une tentative désespérée de la machine pour donner un sens à un signal qu'elle ne comprend absolument pas. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais attends, je fais l'avocat du diable un instant. Est-ce qu'on n'est pas en train de romantiser un simple bug technique? Comment ça? Mon premier réflexe en voyant ça, c'est de me dire que le micro de la caméra a juste explosé en vol. Saturé, tu veux dire? Ouais, l'eau frappe le métal, le micro sature complètement, le code informatique plante, et il recrache du texte au hasard. Pourquoi on chercherait une signification super complexe là-dedans? Alors, l'explication du micro qui sature, c'est clair que c'est la plus intuitive. Mais en fait, ça ne correspond pas du tout au fonctionnement des modèles de reconnaissance vocale actuels. Ah, ça ne marche pas comme ça? Ah non, pas du tout. Si un micro sature, ça produit ce qu'on appelle de l'écrétage. De l'écrétage. Ouais, le signal audio est coupé net à ses extrémités hautes et basses. Ça crée de la distorsion, du bruit blanc, une sorte de souffle continu. D'accord. Or, les algorithmes de transcription modernes, ceux qui sont basés sur des réseaux de neurones, ils ont une sécurité. Ils utilisent un truc qui s'appelle le VAD. VAD. Ça veut dire quoi, VAD? Voice Activity Detection. En français, la détection d'activité vocale. C'est une porte de sécurité. Une sorte de filtre qui décide s'il y a quelqu'un qui parle et si ça vaut la peine de lancer la transcription. Précisément. Ce filtre, il est entraîné sur des milliers d'heures pour ignorer le bruit blanc, pour ignorer le vent et surtout pour ignorer les saturations matérielles dont tu parlais. Attends, donc si le système ne détecte pas de voix humaine, il est censé rester silencieux. Exactement. Il ne génère aucun texte. Oh, waouh! Donc le fait qu'il ait produit la phrase do, so, you, ça veut dire qu'il n'a pas planté. Pas du tout. Au contraire, il a travaillé exactement comme on lui a appris. Le filtre VAD a été trompé. Il a cru entendre quelqu'un parler. Mais c'est dingue, hein? Comment de l'eau qui tape sur du métal peut tromper une IA aussi avancée? Le problème vient de la méthode d'analyse. Ces intelligences artificielles, elles utilisent l'analyse spectrale. Ok, tu vas devoir me vulgariser ça. Pas de problème. En gros, l'IA découpe l'audio en fréquences en utilisant des maths, comme la transformée de Fourier, pour isoler ce qu'on appelle des formants. Les formants. C'est quoi la signature acoustique d'un formant? C'est ça. Ce sont les pics de résonance acoustique créés par le conduit vocal humain. Notre bouche, notre gorge, quoi. Voilà. Quand tu prononces un O ou un U, tes cordes vocales et la forme de ta bouche créent des fréquences très très spécifiques. Et l'IA cherche ces fréquences précises. Exactement. Elle est obsédée par la recherche de ces fréquences. Et la nuance, elle est là. Le fracas de ces 4 sorties d'eau, c'est pas juste un souffle. C'est un chaos acoustique super complexe. Parce que l'eau percute le métal à très haute vélocité? Et ça crée des résonances, des harmoniques, des variations de pression cyclique. Oh, je crois que je comprends. La machine a littéralement confondu la résonance d'un tuyau en métal sous pression avec la résonance d'une gorge humaine. C'est tout à fait ça. Pour faire une analogie, imagine une personne enfermée dans une pièce totalement noire. D'accord. On lui demande de lire du braille. Mais au lieu d'un livre en braille, on lui donne une râpe à fromage. Oh mon Dieu, l'angoisse. Elle va palper le métal de la râpe, sentir les petites aspérités, et elle va essayer à tout prix de les traduire en lettres. Parce que son seul outil d'interprétation, c'est l'alphabet braille. C'est une super métaphore. Donc l'IA a pris le bruit de la turbine pour un alphabet vocal. Voilà, les claquements rythmiques de l'eau ont simulé la prosodie, le rythme naturel de la parole. Ça a trompé la première barrière, le filtre VAD. Et ensuite... Ensuite, les harmoniques métalliques ont correspondu mathématiquement aux fréquences des voyelles O et U en anglais. D'où le so, do, o, you.
C'est brillant et complètement idiot en même temps. L'algorithme n'a pas planté, il a fait une hallucination algorithmique, une surinterprétation de la physique causée par un biais dans ses données d'entraînement. En fait, la machine est tellement obsédée par la recherche de la voix humaine, parce qu'on l'a programmée comme ça, qu'elle finit par s'inventer un dialogue au milieu d'une tuyauterie industrielle. Elle a horreur du vide vocal. Elle refuse le silence de l'ingénierie. Et ça, cette idée du silence de l'ingénierie, c'est ce qui m'amène à l'autre moitié du mystère de cette exploration. Le choix du créateur de la vidéo. Exactement. Si la technologie de transcription échoue à ce point, c'est aussi parce que le créateur de la chaîne Construction Générale a fait un choix éditorial très étrange. Ah oui, il publie une vidéo d'ingénierie ultra pointue, mais il choisit délibérément de n'y mettre aucune voix off. Zéro. Pas une seule explication théorique humaine, juste le bruit de la machine. Et ça, c'est fou, parce que ça va totalement à rebours de toutes les tendances actuelles sur Internet, tu vois. C'est clair. Normalement, chaque seconde de vidéo est accompagnée d'un commentaire directif, d'un mec qui te dit « n'oubliez pas de liker ». Alors ici, on voit que la turbine... Ouais, on veut s'assurer que le spectateur comprenne exactement ce qu'on attend de lui. Et là, rien. Mieux encore, on pourrait se dire au début « bon, c'est juste de la paresse, le mec n'avait pas envie d'écrire un script ». Ce serait l'explication facile. Ouais, mais si on prend un peu de recul, dans un monde complètement saturé par la surcharge d'informations, L'information overload, ouais. où des dizaines d'experts nous assaillent de théories en permanence, ce refus d'expliquer par les mots, ça crée une dynamique vraiment particulière pour celui qui regarde la vidéo. Totalement. On est forcé de regarder la machine fonctionner, sans le filet de sécurité d'un manuel d'instruction. Et la question que ça pose, en fin de compte, ça touche presque aux sciences cognitives, non? Sur la façon dont on assimile une information complexe. Ah mais complètement. Ça met le doigt sur un truc fondamental. Nous, les humains modernes, on a tendance à surévaluer ce qu'on appelle la connaissance explicite. La connaissance explicite, c'est le savoir qu'on peut écrire. C'est ça. Le savoir qui peut être articulé, encodé dans des mots, formalisé dans des manuels, des équations, des vidéos YouTube très bavardes. C'est très utile pourtant. Bien sûr que c'est utile, surtout pour transmettre une mesure exacte. Mais le problème, c'est que ça occulte totalement l'importance d'une autre forme de savoir, la connaissance tacite. Ok, la connaissance tacite, c'est ce qu'on apprend par la pratique, sans forcément pouvoir l'expliquer. Voilà, Comme, je sais pas, apprendre à faire du vélo. l'analogie du vélo est parfaite. Tu peux dire 10 livres d'ingénierie sur la physique de l'équilibre gyroscopique. Ou sur la biomécanique du pédalage. Ouais, tu peux être incollable en théorie, mais ça ne t'empêchera pas de te casser la figure lors de ton tout premier essai sur un vrai vélo. Parce que le corps ne sait pas encore comment réagir. Exactement. Le cerveau humain a évolué pour comprendre le monde matériel à travers une cognition incarnée. On a une compréhension spatiale, visuelle et auditive des phénomènes physiques. Qui est bien supérieure à notre capacité à les intellectualiser avec du texte, en fait. Et c'est ça. Et dans le cas de cette vidéo d'hydroélectricité, l'absence de narration humaine, ce n'est pas un vide qu'il faut remplir à tout prix. C'est une méthode d'apprentissage redoutablement efficace par elle-même. On coupe le discours théorique pour imposer l'observation matérielle pure. Donc en regardant simplement l'eau sous pression jaillir de ces 4 sorties, le spectateur il perçoit intuitivement la force du mécanisme. Bien sûr. D'ailleurs, un ingénieur expérimenté, très souvent, il n'a pas besoin de lire un écran de contrôle avec des chiffres pour savoir si sa turbine fonctionne bien. Ah non, il fait comment? Il écoute. Il écoute le son de l'installation. Il perçoit la vibration du sol sous ses pieds. Il observe la forme du jet d'eau à la sortie de la buse. Ah, genre rien qu'à l'œil nu... Ouais. Si le jet d'eau est un peu brumeux, un peu flou, c'est qu'il y a une perte d'efficacité, de la cavitation. Ok. Mais si le jet est clair, compact, transparent comme du verre, là il sait que le transfert d'énergie est parfait. Et tout ça, c'est de la donnée brute, c'est de la physique qui se passe complètement d'explication verbale. C'est exactement ça. Ce que tu te décris, en fait, ça explique pourquoi cette vidéo silencieuse est si curieusement captivante. L'algorithme du YouTube, lui, il a cherché frénétiquement à transformer l'énergie de l'eau en texte. Avec son fameux saut d'eau, Voilà, parce que la seule interface que cette IA possède avec la réalité, c'est le langage. elle n'a rien d'autre. Mais nous, en tant qu'humains, on n'a pas cette limitation. Le silence du créateur de la vidéo nous permet de contourner le filtre des mots pour expérimenter directement la physique de l'objet. C'est fascinant de voir à quel point notre rapport à la machine révèle nos propres biais cognitifs, tu ne trouves pas? Totalement. C'est l'ironie fondamentale de cette archive. Le dispositif le plus complexe de toute cette histoire, en fin de compte, ce n'est pas la turbine hydraulique. Non, c'est le réseau de neurones artificiels qui tente de l'écouter.
Et c'est précisément ce réseau ultra complexe qui échoue lamentablement. Bah oui, parce qu'il n'a pas de corps pour ressentir la pression, la vélocité de l'eau ou la résistance des matériaux. Il n'est que des statistiques sur le vocabulaire humain. Il est aveugle au monde physique. Du coup, si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, je trouve que le voyage de notre exploration d'aujourd'hui est vraiment vertigineux. On est parti de loin, ouais. On a démarré avec une promesse d'ingénierie qui semblait presque exagérée, cette fameuse mini-hydroélectricité extrêmement puissante. Promesse qui s'est révélée être une application stricte, redoutable et très réelle des lois de la dynamique des fluides. Tout à fait. Et ensuite, cette démonstration de force brute s'est heurtée à une tentative d'analyse numérique, ce qui a provoqué ce bégaiement algorithmique ridicule. La machine d'analyse spectrale qui confond le métal sous pression avec des cordes vocales, c'est la plus belle illustration des failles de l'intelligence artificielle face au chaos acoustique non humain. Et enfin, on a compris que l'absence de narration humaine dans la vidéo originale, ce n'était pas un défaut, c'était un retour nécessaire à l'apprentissage par l'observation de la matière, la connaissance tacite, contre notre obsession moderne pour le texte. En fin de compte, l'ingénierie fonctionne, l'énergie est générée par la turbine, que nous soyons capables de la verbaliser ou non. La physique n'a pas besoin de notre vocabulaire pour exister. Exactement. Et tu sais, c'est une réalité qui ouvre la porte à une réflexion beaucoup plus vaste, je trouve, sur notre époque en général. Sur notre rapport au numérique. Oui, on passe un temps infini et on dépense des ressources écologiques et financières colossales pour concevoir des systèmes de calcul et des IA capables de tout numériser. Le but ultime de ces technologies aujourd'hui, ça semble être de capturer chaque parcelle de notre monde. De le mesurer, de l'étiqueter et de le transformer en une immense base de données lisible et indexable. Sauf que, Face à une simple installation de 4 jets d'eau sous haute pression, face à la violence fondamentale de la matière en mouvement, l'algorithme s'effondre. il s'effondre et il balbutie un pauvre Oh, so you. Voilà. Si ces systèmes ultra performants sont incapables de traiter la puissance brute de la nature sans sombrer dans l'hallucination, ça indique peut-être une limite intrinsèque à notre grand projet numérique. Une frontière qu'ils ne pourront jamais franchir. Peut-être que le monde physique, dans son énergie mécanique la plus primaire, abritera toujours une zone d'ombre indéchiffrable par le code informatique. Je pense qu'on peut s'arrêter sur cette image. Une force pure qui ne se lit pas, mais qui s'éprouve. Voilà de quoi faire réfléchir tous ceux qui suivent ce sujet avec nous aujourd'hui.